Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Le stade de la polémique, 155 milliards de francs CFA pour la construction de ce qui va s'appeler Stade du Sénégal à Diamniadio, 50 000 places, un complexe sportif d'envergure. La première pierre a été posée par Macky Sall jeudi. La dette publique du Sénégal qui enfle avec l'érection d'infrastructures. Le chef de l'État qui dit vouloir, dans un autre registre, rationaliser les dépenses de l'État avec la mesure qu'il a prise à la dernière réunion du Conseil des ministres, la suspension de l'achat de véhicules de fonction et de services. Bonjour, Mody Niang. Bonjour, Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. En 7 ans, le régime de Macky Sall a dépensé près de 310 milliards de francs CFA dans l'achat de véhicules administratifs et lui-même reconnaît que c'est anormalement énorme. Oui, je l'ai entendu l'autre jour dire que les gens ont l'habitude de déformer ses propos. Je ne souhaiterais pas être de cela. Il l'a dit effectivement à l'occasion du programme d'appui à la modernisation de l'administration qui s'est tenu à Diamniadio. Il a dit textuellement: de 2012 à maintenant, nous avons dépensé plus de 307 milliards pour l'achat de véhicules. Je ne parle pas des entretiens de la consommation de carburant. Et il ajoute, malgré les efforts qui ont été faits, nous continuons d'enregistrer beaucoup de dépenses. On a évalué les factures de téléphone de 16 à 17 milliards par an pour les agents de l'administration. D'abord, quand je l'ai entendu dire ça, ça m'a un peu étonné. Qu'ils attendent 7 ans de gouvernance, c'est au moment où un peu avant, après la prestation de serment, quand il a été réélu. Après 7 ans de gouvernance, voilà qu'il se présente pour nous dire ça. Mais il ne nous dit pas également qui en est responsable, en réalité. Il y a des abus. Il l'a dit d'ailleurs lors du dernier Conseil des ministres, là. Raison pour laquelle il va arrêter l'achat de véhicules, etc. Parce qu'il y a des abus qui nous coûtent beaucoup de milliards. Nous voulons bien. Mais qui est responsable de tout ça? L'achat et l'attribution des véhicules sont réglementés par un décret. Donc, il affirme lui-même, il reconnaît lui-même que le règlement a été bafoué. À qui la faute? Comment le système a-t-il pu permettre des dépenses aussi énormes dans l'acquisition de moyens de mobilité pour les ministres et autres directeurs généraux de sociétés, entre autres? Quand j'ai vu ça, je me suis posé un certain nombre de questions, très, très rapidement. 307 milliards pour des véhicules. Moi, je me dis, combien de véhicules ont-ils acheté avec autant d'argent depuis lors? Dans quelles conditions l'ont-ils été? Parce qu'on n'achète pas n'importe comment des véhicules. Ensuite, comment ont-ils été répartis? Combien reste-t-il encore en vie? Nous avons besoin de savoir. Où sont-ils? Quels services les ont-ils exactement achetés? Ça c'est important. Parce que quand vous rendez dans certains services de l'État, ici à Dakar et surtout dans les régions, les autres régions, il est déploré le manque de moyens de mobilité. Et je me pose la question également de savoir, il y a un décret qui organise tout cela. C'est le décret numéro 208-696 du 30 juin 2008 qui réglemente l'acquisition, l'attribution et l'utilisation des véhicules administratifs. Est-ce que ce décret a été respecté? On a constaté que certaines autorités achètent des véhicules au nom de l'État en contournant la réglementation. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, il ne suffit pas de nous dire que nous avons perdu énormément d'argent dans l'achat de véhicules dont on ne contrôle pas l'utilisation. C'est facile à dire, mais il faut également qu'il ait le courage de nous dire, mais à qui la faute? Je pense qu'il devrait avoir le courage de commander un audit. Vous la lui imputez? Oui, absolument. C'est le président de la République. Au Sénégal, le président de la République, il est bourré et boumé. Il est responsable de tout. Tout vient de lui et tout part vers lui. Absolument, je lui impute ça. Ces abus dont il parle. Nous en vivons depuis
le 2 avril 2012, sa prestation de serment. L'actualité de cette semaine, c'est aussi le début du chantier de construction du stade du Sénégal à Diamniadio. Le coût, environ 155 milliards de francs CFA, raisonnable ou exagéré? Quand j'ai entendu le montant, 150 milliards, j'ai fouillé un peu dans mes archives. Le Stade de France, c'est quand même un grand stade. Il coûte 171 milliards, à peu près le même montant. Environ, il y a également le stade olympique d'Abidjan, qui coûte 50 milliards. On a d'autres exemples de stades qui coûtent 50, 40, 60 milliards. Donc, quand il nous dit 160 milliards, même avec tout ce qui va, ça pose problème. C'est comme ce centre Abdou Diouf-là a été construit autour de 50 milliards, alors que, selon une information digne de foi, il a d'abord consulté un cabinet sénégalais pour lui faire une proposition. La proposition est tournée autour de 12 à 13 milliards. Et tout d'un coup, on a vu les trucs arriver pour construire ça à 50 milliards. Si c'est exact, c'est grave alors. Ah non, c'est exact. C'est exact. Prends le cas de... C'est pourquoi les gens me disent, vous êtes un nihiliste. Pas du tout. Il a fait des réalisations. Mais quelles réalisations? Dans quelles conditions? L'autoroute Ila Touba, 112 km à travers un terrain sablonneux, avec comme rares obstacles quelques arbres, 416 milliards. Alors que lui-même, devant vos collègues Pape Alé Niang et Momardien, il leur a dit, dans un pays, on achète 100 francs ce qui doit coûter 1 franc, ce pays ne sera jamais développé. C'est le cas du Sénégal. Il donne l'exemple de l'autoroute Diamniadio, Dakar, 33 km. Il dit pour environ 297 à 300 milliards, c'est lui-même. Il donne l'exemple de l'autoroute Bamako-Ségou, que j'ai fait quand j'étais en activité. Ce n'était pas encore une autoroute. Il dit 300 km, autoroute 2 fois 2 voies, 175 milliards. 300 km, 175 milliards. Ici, 416 milliards pour 112 km. Voyez-vous, donc on se pose, c'est lui-même qui nous fournit la preuve que ces infrastructures sont extrêmement chères en partant des exemples qu'il donne lui-même. Et l'autoroute côtière Dakar-Saint-Louis qui va être construite, 195 km, c'est autour de 245 milliards. 195 km, voyez-vous, 245 milliards. Ici, 112 km. L'autoroute la côtière. La côtière, exactement. Donc, certainement, il fait des réalisations, il fait des infrastructures, mais parfois, avec lui, je me pose des questions sur leur coût, sur leur pertinence. Toutes ces infrastructures, de l'argent emprunté, la dette publique est actuellement à 65% du PIB. Le Fonds monétaire international alerte encore le Sénégal et lui aurait demandé de ne pas dépasser la barre des 9 000 milliards. Là, on est déjà à 7 000 selon les statistiques de la Banque mondiale. Ils répondent toujours qu'on est dans les limites. Je crois que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas d'en arriver là. Et je ne suis pas spécialiste en la matière. Mais je sais que les infrastructures comptent beaucoup dans cette dette-là. Et cette dette, nous allons la payer. Nos enfants et nos petits-enfants vont la payer. Elle est devenue lourde. Alors, si on considère ce qui caractérise sa gouvernance comme ce qui caractérisait celle de son prédécesseur, les fortes surfacturations, eh bien, cette dette-là, elle va nous coûter de plus en plus cher. Parce que d'ici 2024, il va encore emprunter pour faire des infrastructures et peut-être en 2023, dire lui-même peut-être pas, mais c'est son entourage. Ah voilà ce qu'il a, donnons-lui la chance de terminer ses travaux, etc. Il va continuer d'en emprunter. Les dérapages financiers de l'État sénégalais semblent être de tous bords, si l'on se fie aux différents rapports produits par les différentes instances de contrôle, dont l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, dont vous avez été membre et porte-parole avant de démissionner. Des rapports qui se succèdent, qui se ressemblent, les mêmes incriminations, les mêmes fautes rarement sanctionnées. Comment faut-il comprendre cela?
publié 2 contributions. L'une, je crois, je l'ai appelée, Monsieur le Président, quand cesserez-vous de nous prendre pour des moins que rien? Parce que quand il nous parle d'abus, n'est-ce pas? Quand il nous parle de gaspillage, mais je crois qu'il n'a pas de respect pour les Sénégalais. Parce que le premier responsable, c'est lui. Les gâchis les plus énormes, c'est chez lui et autour de lui. L'exemple que je vais vous donner, il a 8 milliards, c'est théorique, mais en réalité, chaque année, il y a 10 milliards de fonds politiques dont on dit qu'ils sont absolument discrétionnaires. Alors, personne n'a droit de contrôle sur ça. Il y a un colonel d'ailleurs, un fameux colonel qui dit même il peut les brûler. Alors, en 7 ans, il a grillé 56 milliards, dont personne, à part lui-même, peut-être son épouse et quelques rares proches, personne ne peut te dire un franc de ce, où est passé un franc de ces 56 milliards. Son budget, c'est un budget énorme par rapport à la présidence de la République. C'est plus important que le budget de l'Élysée. Un budget sur lequel il n'y a aucun contrôle. Il doit commencer d'abord par là. Combien de ministres spéciaux? L'organisation de ces fonds, dits fonds politiques, est quand même soumise à une certaine réserve parce que ça prend en charge des questions estampillées secret défense parfois, le renseignement de certaines choses qui sont peut-être innommables en public comme ça. C'est pour protéger un certain nombre de choses. Même dans ce cas, il y a des moyens de contrôle qui ne sont pas exercés au Sénégal. Même quand c'est des trucs secrets, et que la plupart du temps, c'est pour se permettre de se faire de l'argent. La réglementation actuelle lui permet. Quand il parle d'abus, n'est-ce pas, il doit commencer par lui-même. Ensuite, vous prenez une institution comme le Conseil économique, social et environnemental. Celle qui précède l'actuelle présidente, elle a fait 6 ans, avec 7 ans de budget annuel. Aminata Tall. 42 milliards pendant 6 ans. Pour quel résultat? Celle-là, elle va également faire je ne sais pas combien d'années, etc. L'actuelle, Aminata Touré. Donc, si vous prenez le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est 7 milliards également. Voilà de l'argent. Quand il parle d'argent d'abus, ça c'est de l'argent perdu et qui aurait pu être utilisé beaucoup plus utilement ailleurs. Maintenant, vous parliez de contrôle. Ça, c'est très important. Si on constate autant d'abus, autant de malversations, autant de fautes de gestion, c'est parce que le problème principal de ce pays, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Ou du moins, il n'y a de sanctions que contre ceux qui ne sont pas avec lui. Mais ceux qui sont avec lui, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Et là, on a des exemples. L'inspection générale d'État, qui dépose ses rapports au président de la République, lui-même, il faut que les gens, quand même, ça, c'est pas rien. Un président de la République qui ose, les yeux dans les yeux, s'adresser à ses compatriotes pour leur dire, si je n'avais pas posé mon coude sur un certain nombre de dossiers, beaucoup de gens iraient en prison. Vous imaginez ça? Vous imaginez Macron dire ça? Alors ça a soulevé naturellement un tollé. Il recule, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Non, je n'ai pas dit ça. Je parle seulement du rapport concernant Singeli, parce que je ne peux pas mettre le frère et la sœur en même temps en prison. D'abord, la question que je me pose, c'est lui qui met en prison. Je ne peux pas mettre en prison en même temps le frère et la sœur. Donc, c'est lui qui met en prison. Et la deuxième question, et s'il est avéré que le frère et la sœur sont des voleurs? Voilà, c'est pourquoi je dis, ils ne nous respectent pas. Et puis, le cas de rapport, il y a ce qu'on appelle un rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes, qui est le résultat d'une réforme introduite par l'ancienne vérificatrice, Mme Nafingom Keïta. La loi dit que ce rapport est annuel. Et effectivement, les rapports de 2013, 2014, 2015 ont été publiés. Mais depuis lors, le rapport de 2016 ne l'a pas été, 2017, 2018, 2019. Les 4 rapports n'ont pas été jusqu'ici publiés. On sait à peu près pourquoi. Sur la table du procureur de la République dorment 20 dossiers de l'OFNAC. 20.
Il y a eu une passe d'armes d'ailleurs entre l'actuel président de l'OFNAC et le procureur Serigne Bassirou Gueye. La malgouvernance, vous aviez commencé à dénoncer Ça, c'est signe de malgouvernance quand même. Oui, la malgouvernance, je disais, vous aviez commencé à dénoncer sous la présidence Abdoulaye Wade avec des tribunes dans la presse, ce que vous continuez de faire d'ailleurs. La tendance a-t-elle baissé ou bien les choses, elles ont empiré sous la gouvernance Macky Sall? Disposez-vous d'éléments de comparaison? Les deux gouvernances sont superposables. À la limite, je me demande si la gouvernance de Macky n'est pas pire encore que celle de Wade. En réalité, je me pose la question. Pourquoi vous le dites? Lui, il donnait parfois, il jouait le jeu, il prenait des membres de son entourage, on les mettait en prison pour quelque temps, au moins. Mais avec Macky Sall, ça ne se passe jamais. Il a sur sa table des dizaines de rapports qui mettent gravement en cause de hauts responsables. Gravement en cause. Quand le rapport de l'inspection générale dit recommande expressément l'ouverture d'informations judiciaires contre M. Tel pour détournement présumé de 10, 15, 20, 30 milliards, depuis 2012, pas un mot sur ces rapports-là. Mais quand même, on se pose des questions. Wade, au moins, quelquefois, il nous trompait. Voilà, lui, en mettant 1 ou 2, 3 ou 4 en prison. Ensuite, il est libéré et il rejoignait son parti. Mais avec lui, ce n'est pas il ferme les yeux sur tout. Sauf sur une faute commise par quelqu'un qui appartiendrait à l'opposition. Khalifa Sall. Peut-être. Par exemple, son rapport, si on en parle, vous imaginez ce rapport, une fois terminé et entre les mains du président, il le transmet tout de suite au procureur de la République. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit auparavant. Et la diligence, la rapidité avec laquelle le rapport a été traité. Vous évoquez le rapport de l'IGE sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui a valu à Khalifa Sall 900 jours de prison. Ouais. Répondez objectivement, Modignan. 30 millions par mois pendant 5 ans, ça fait 1,8 milliard. C'est la somme que le tribunal a mis sur la table pour condamner Khalifa Sall. Objectivement, répondez, il a fauté l'ex-maire de Dakar dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie. Même 1 million, si ce n'est pas dépensé dans les règles de l'art, c'est une faute. Même 1 million. À plus forte raison, 1,8 milliard. Mais il faut quand même reconnaître aussi. Mais chaque fois que je dis, dans mes écoles, l'argent est souvent dépensé sans justificatif et avec des fournisseurs fictifs. C'est ce qui a été établi dans l'accusation. Je dis, je n'ai pas lu le rapport. Mais si c'est ça, il a commis une faute. On dit, les autres en faisaient autant. C'est vrai. Et d'ailleurs, il est resté 7 à 8 mois. Il a refusé cette tradition. Par la suite, il a été convaincu. Mais on ne peut pas ne pas considérer ça comme une faute. Vous m'entendez? On ne peut pas ne pas considérer ça comme une faute. Quand vous étiez à l'OFNAC, vous aviez assisté à l'enquête sur le centre des œuvres universitaires de Dakar et la gestion de son ancien directeur, devenu aujourd'hui ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, qui, selon le rapport, a dilapidé plus de 400 millions de francs CFA du coude, dont 89 millions, rien que pour l'organisation de la visite du chef de l'État sur le campus. Comment aviez-vous fait cette enquête pour aboutir à cette conclusion? L'OFNAC travaille sur la base d'une plainte ou d'une dénonciation. Quand la plainte est reçue, ou la dénonciation, il y a un processus, ça passe par un certain nombre d'étapes. Tout courrier reçu à l'OFNAC est enregistré et déposé au secrétariat à la présidente. On procède d'abord à un premier traitement, c'est le bureau de plainte et d'investigation. Un premier traitement, il l'enregistre, il en fait le résumé établi, etc. Deuxième étape, l'ensemble du dossier est envoyé à la présidente, qui à son tour le transmet à la cellule d'analyse et de traitement des plaintes. C'est la deuxième étape. Troisième étape, la présidente saisit le département enquête, investigation, audit et vérification. Et elle établit un ordre de mission. Donc 3, 4, 5 enquêteurs, c'était 4 ou 5, avec un chef d'enquête. Les enquêteurs vont sur place et interrogent les mises en cause
sur procès verbal. Ça, c'est très important. Sur procès verbal. Ici, ce sont des enquêtes et des investigations. C'est différent de la vérification. Comme quand il s'agit de la Cour des comptes ou de l'inspection générale d'État. C'est des enquêtes et des investigations. L'OFNAC vient avec ces questions. Monsieur Babacar Fall, on vous reproche d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez la question en face. Vous répondez. Deuxième question. Troisième question. La même question peut vous être reposée d'une autre manière, etc., etc. Jusqu'à la fin. C'est en ce moment-là que le mis en cause a bien l'occasion de faire ses observations, de rejeter un certain nombre. Dans tous les cas, après, quand tout le monde tombe d'accord sur le procès verbal, enquêteur et enquêté, eh bien l'enquêté appose son nom, son prénom, la date et signe. C'est ainsi que tous les mis en cause sont enquêtés. Et le tout, eh bien, avec les pièces justificatives s'il y en a, le tout est transmis entre les mains de la présidente et le tout va refaire le même circuit jusqu'à l'Assemblée générale de l'OFNAC. C'est la dernière étape qui donne décision de transmettre ou de ne pas transmettre. Au procureur. Au procureur. Les 12 membres, dites-vous, il faut que les Sénégalais le sachent, sont nommés par le président de la République. 12 membres pour 3 ans renouvelables une fois. Alors, ils reçoivent le dossier un certain nombre de jours et la présidente convoque l'Assemblée générale au cours de laquelle on discute autour du dossier. Les uns exprimant leurs réserves, etc. Si les 2/3 estiment que le dossier est suffisamment lourd pour être transmis, eh bien, on établit un procès verbal signé de tout le monde et on transmet le tout à la présidente qui fait un rapport qui accompagne l'ensemble du dossier et le dossier est déposé entre les mains du bureau. Dans ce cas-là, comment la présidente peut manipuler qui que ce soit? Vous pensez qu'un des 12 membres de l'Assemblée générale va se permettre d'entrer dans une sorte pour créer des problèmes à Cheikh Oumar? Ça, quand même, il faut que les gens arrêtent. Dans le livre du journaliste Pape Alé Niang, Scandale au cours de la République, le dossier du coude, que vous avez préfacé, vous écrivez « Cette gestion, c'est l'un des plus gros scandales de la gouvernance vertueuse et sobre du président politicien. » Oui, je l'assume, et il y en a bien d'autres. Vous imaginez... La formulation n'est pas neutre pour quelqu'un qui a été membre d'un organe de contrôle qui s'appelle OFNAC, qui a enquêté sur cette affaire. Vous me permettrez de préciser quand même, quand j'ai vu que vous avez lancé votre... Voilà, Modignan, ancien porte-parole de l'OFNAC, j'ai un peu tressailli, parce que moi je vous ai dit d'abord, moi je me présente comme un inspecteur de l'enseignement. C'est le titre que vous préférez, on le sait. Voilà, j'ai été... porte-parole de l'OFNAC pendant quelques mois. Mais j'ai été recruté comme conseiller spécial chargé des problèmes de corruption dans le système éducatif. Après avoir travaillé avec elle pendant quelques temps, elle m'a fait davantage confiance et puis elle m'a confié ça. Je vous assure que je n'étais pas à l'aise. Parce que porter la parole de l'OFNAC, c'est un peu lourd. Quand les gens entendent parler Modignan, ils ne s'attardent pas sur la parole de Modignan, porte-parole de l'OFNAC, mais ils s'attardent plutôt sur la parole de Modignan, opposant à Macky Sall, etc. C'est pourquoi je n'étais pas à l'aise. J'ai accepté, j'avais déjà en idée que j'allais démissionner dans 3 ou 4 mois, c'était pas grave. Donc OFNAC, c'était vraiment voilà. Vous faites également... Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas parler de l'OFNAC vous faites également... que j'ai quitté depuis le 11 mars 2016. Vous faites également dans cette préface une comparaison avec l'affaire de la caisse de la mairie de Dakar. On le rappelle, là-bas c'était 30 millions par mois pendant 5 ans, 1,8 milliard francs CFA pendant 60 mois. Et vous dites que Cheikh Oumar Anne, lui, recevait 150 millions tous les 10 jours, soit 450 millions de francs CFA chaque mois pour acheter des légumes pour les restaurants du campus. Ce n'est pas un film, ça? Vous êtes sûr? Un film. Vous pensez que monsieur Pape Ibra Kébé et les autres 3 membres ou 4 de l'OFNAC qui l'accompagnaient
commissaires de police, inspecteurs du trésor, colonels de gendarmerie, etc. Vous pensez que ces gens-là vont s'amuser? Et 450 millions du coût. C'est pourquoi d'ailleurs tout à l'heure j'allais faire la comparaison. Oui, on trouve qu'à la mairie c'est grave, 1,8 milliard. Mais 450 millions par mois, ça fait combien par an? Pour le marché des légumes des restaurants universitaires. Voilà. Ça fait combien, combien par an? C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Alors donc, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'il a commencé Dans le détail, on a dit le kilogramme de niébé est acheté 4500 francs CFA. C'est dans le rapport, c'est dans le dossier. Moi, j'avais quitté mais le dossier était dans... Moi, j'ai vu ça quelque part dans les sites. Le rapport est presque public. 4500. Et puis, je ne retiens plus le nombre de kilogrammes de poivre. Mais ça peut poivrer tout Dakar, je vous assure. Je retiens que c'est un scandale. Comme d'ailleurs l'ont été les autres gestions. Alors, il a dit, Pape Alé, que le coude, c'est la vache à lait des régimes qui se sont succédés au Sénégal. Je confirme ça. Je confirme. La gestion a été mauvaise avec Feu Ibegei, que la terre de Mbaké lui soit légère. Elle a été mauvaise avec Sadakan, très très mauvaise d'ailleurs. Sada Ndiaye. Au moins, on l'a mis en prison. Au moins, pendant quelques mois. Ça a été mauvais avec Sitor-Ndour, qui 2 jours avant de partir a recruté C'est extraordinaire ce qui se passe au cours. C'est effectivement la vache laitière des différents régimes qui se sont succédés. La gestion du coude, elle est absolument scandaleuse. Comme le sont d'ailleurs de nombreuses gestions dans la gouvernance de Macky Sall. Cheikh Oumar Anne a porté plainte contre vous et contre l'auteur du livre, Pape Alé Niang, pour diffamation et vous réclame 10 milliards de francs CFA. Vous réagissez comment à cette plainte? Vous savez, à part que le lendemain, ça a motivé tous mes parents de coquilles, de Touba, etc. Parce que quand on entend de plaintes, quand on entend 10 milliards, etc., bon, ils ne comprennent pas. Mais moi, je considère que cette plainte-là, c'est du kasaou-kasaou. Moi, je considère que ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, le seul fait de dire que je leur demande 10 milliards d'amende, ça ne fait pas sérieux. Et quand vous lisez le texte, la citation directe, ils nous traitent de maîtres chanteurs. Nous, Pape Alé et moi, et Mme Nafingom Keïta, de maîtres chanteurs, de bras armés de certains mouvements qui travaillent pour déstabiliser Macky Sall, etc. Vous imaginez ça? Moi, d'abord, j'étais déjà parti, et même si j'étais là, je ne faisais pas partie de la mission. Comment je peux être un maître chanteur? Pape Alé Niang ne peut pas accéder à lui. Parce que lui, à un moment donné, il refusait même de répondre aux convocations de la mission des enquêteurs. Il refusait catégoriquement. Comment un Pape Alé peut accéder à lui? Parce qu'ils disent quelque part... Les enquêteurs de l'OFNAC avaient du mal à travers leur travail correctement au cours de quand ils faisaient ce travail-là. Mais à un moment donné, quand il a compris que les carottes commençaient à être cuites, surtout quand on a commencé à découvrir cette fameuse caisse et d'autres forfaits très graves d'ailleurs, à partir de ce moment, il ne répondit plus aux convocations et il demandait également aux agents concernés de ne pas déférer à la convocation. Aux agents du cours de convocation? Oui, absolument. On dit même que l'un d'entre eux qui a pris ses responsabilités et qui était de répondre à la convocation, on dit même qu'il l'a licencié. Je dis qu'on dit même. Je n'en ai pas le... Voyez-vous? Et non content de ça, de ne pas répondre aux convocations, il couvrait le chef de la mission d'injures au téléphone. Ah bon? Ah oui, les gens diront, il raconte des histoires. Évidemment, on peut établir ça à la sonate. Mais il lui a fait une lettre. Voilà. Pour dire quoi dans la lettre? Mais des insanités. Il l'a menacé même de mort. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, Pape Kébé a dit, bon, et je vous assure que quand il est venu, il a perdu au moins plus de la moitié de son salaire. Un grand enseignant, un grand auditeur travaillant dans la zone de Clermont-Ferrand, etc. Alors, il dit, si ça doit me coûter la vie,
Et avant ça... Celui que Mohamed Boun Abdallah Dionne traite de français. Attendez. Avant ça, quand il a commencé à l'injurier, quand il lui a adressé la lettre, quand il refusait de répondre aux convocations, quand les gens étaient obligés de recourir à des huissiers, mais la présidente a fait une lettre au président de la République. Lui rendant compte de tout ça, le président n'a pas levé le plus petit doigt. Il n'a pas donné suite à la lettre. Il n'a pas levé rien sur les insultes et autres menaces de Cheikh Oumar Anne. Il n'a pas levé le plus petit doigt. Alors, mais M. Anne se sentant surprotégé, voilà, il se permettait ce qu'il voulait. C'est la raison pour laquelle l'autre a dit, moi j'étais venu travailler pour mon pays n'est pas sérieux. Je retourne en France. Maintenant, pour M. John, je me demande s'il rencontre Pape Ibra Kébé après ce qui s'est passé, comment il va le regarder? Parce qu'il le connaît parfaitement. Pape Ibra Kébé a fait ses études à Kaffrine. Son baccalauréat au lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack. Il a fait 2 ans à l'université de Dakar. Il a eu le DEG, de diplôme d'études universitaires générales, je crois. 1992, l'année a été invalidée. Il est allé à Strasbourg, où il a rencontré M. Hott, ministre de l'économie. Comment encore, je ne retiens pas son nom. Les ministres, je ne les connais plus. Alors, ils ont fait Strasbourg ensemble, où ils ont obtenu la maîtrise. Après, M. Hott a quitté. Lui, il est allé à Lille, Pape Ibra Kébé, faire 2 troisième cycle pour terminer à Paris Dauphiné, pour présenter sa thèse. Et Babacar, Boun Dionne était dans la salle quand il présentait sa thèse. Ah bon? Il était dans la salle. Je vais vous ajouter, il faut que les Sénégalais sachent ça. Il l'a fait convoquer dans le cadre de l'enquête pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe au COUD? Mais adressez-vous à la présidente. Non, mais puisque je vous connais particulièrement, moi je voudrais savoir. Mais M. Kébé retourne à l'OFNAC, prend les dossiers et les lui présente les uns après les autres. La réaction, mais ils ont fait tout ça. Ça, je le dis et je l'assume. C'est la réaction de Mohamed Dionne, Premier ministre à l'époque. Oui. Ils ont dit, continuez votre travail. Je vais en informer le président de la République. C'est lui qui dira que Nafi Ngom Keïta est allé chercher un Français qui lui a fait le rapport et qui est reparti en France. Voilà les hommes qui nous dirigent. C'est la deuxième personnalité de l'État. Le camp du pouvoir évoque toutefois des échanges douteux, selon les termes utilisés, entre Nafi Ngom Keïta et Pape Ibra Kébé. Des échanges qui étayeraient un complot contre l'ancien directeur du COUD. Non, il faut les termes douteux employés par Nafi Ngom Keïta et Nafi Ngom Keïta lui dit non. Elle n'a rien écrit, elle n'a écrit que le rapport qui accompagne le dossier. Donc on ne me parle pas de mots, maintenant, des mots douteux. Elle est même accusée d'être derrière le livre de Pape Alé Niang. Mais il faut que ce soit l'air. Qu'est-ce que vous dites encore? Comment vous le dites? Des échanges douteux. Voilà. Vous savez, ça ne fait pas sérieux. Ça, c'est pas le travail de la présidente. Elle ne bouge pas de son bureau. Ça, tout le monde le sait. Mais on le sait surprotéger l'autre, il fait ce qu'il veut. Et puis, avant de répondre à votre question, il y a 20 dossiers de l'OFNAC sur le bureau du procureur de la République. Pourquoi autant de bruit autour d'un seul dossier? Pourquoi? Les gens ne se posent pas la question. Quelles sont vos relations, Mody Niang, avec Nafi Ngom Keïta? Nos relations sont excellentes. Puisqu'elle est accusée d'être derrière vos démarches, vous et Pape Alé Niang. Oui, mais il faut que les Sénégalais quand même réfléchissent. Elle est derrière nous. Elle est derrière moi en tant que quoi? Elle est derrière... Ça veut dire que j'ai joué un rôle extrêmement important. Hein? Mais quel rôle, moi, puis-je jouer dans ce dossier-là? Aucun. Moi, j'ai quitté l'OFNAC le 16 mars 2016. L'affaire était en cours. Je faisais partie à la rigueur du comité il y avait un comité de lecture qui lisait les dossiers. Ça, je faisais partie de... Mais à part ça, mais je n'ai aucune autre responsabilité dans ce dossier-là. J'étais conseiller spécial
chargé des problèmes de corruption dans le système éducatif sénégalais. Ensuite, porte-parole rapidement. Quel rôle moi je peux jouer? Il raconte des histoires et il sait... Vos relations avec Nafi Ngom Keïta? Mes relations avec Nafi Ngom Keïta, écoutez, quand Nafi Ngom Keïta a été nommée présidente, après que la loi a été votée, elle sait que les 12 membres de l'OFNAC sont nommés par le président de la République. Mais elle a obtenu du président de la République quand même, je ne dirais même pas l'autorisation, elle a choisi de travailler avec des hommes et des femmes de son choix. Les 12 membres de l'OFNAC, c'est les 12 que le président a, mais les hommes avec lesquels elle travaille, c'est elle qui les a choisis. C'est dans cette perspective qu'échangeant avec quelqu'un qui me connaît, bon, ils ont parlé de moi, ils disent, ah, moi je connais Modi, vraiment, celui-là, si je pouvais... Alors c'est lui qui est venu me dire, Nafi Ngom Keïta souhaiterait vous rencontrer. J'ai dit, je n'y vois pas d'inconvénient. 2 ou 3 jours après, un coup de téléphone, vous avez audience avec Madame la vérificatrice générale. Je suis allé, c'est la première fois que nous voyons. Première fois. Elle m'a expliqué pourquoi elle comptait faire de moi l'un de ses collaborateurs. Est-ce que vous avez des relations après OFNAC Est-ce que vous avez toujours des relations? Vous échangez sur... Mais si nous n'avons pas de relations après OFNAC, ça veut dire que l'un d'entre nous a des problèmes. Si nous n'avons pas de relations après l'OFNAC, ça veut dire que l'un d'entre nous a des problèmes. Quel est votre commentaire? Je vais vous dire, les gens vont dire, nous avons d'excellentes relations. Voilà. C'est une femme pour laquelle j'ai beaucoup de respect et de considération. C'est une femme, malheureusement, que les Sénégalais ne connaissent pas. Un jour viendra peut-être, quand le Sénégal sera entre des mains plus propres, peut-être que celle-là, elle serait au cœur de la République. Quel est votre commentaire sur la garde à vue appliquée à Pape Alé Niang après son accident de voiture jeudi soir sur la corniche ouest de Dakar? Il estime que les autorités voulaient en profiter pour le liquider. De dire la même chose? Moi, je vous réponds parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. Parce que j'avais choisi de ne pas répondre. Il y a beaucoup de vos collègues qui m'ont appelé pour me poser des questions. Je n'ai pas répondu. Mais vous n'avez pas besoin de me poser la question. Vous êtes infiniment mieux informé que moi sur la question. Parce que j'ai lu l'Observateur d'hier. Je l'ai lu et je l'ai relu. Vous êtes infiniment mieux informé que moi sur la question. Mais je me pose une question également, faute de pouvoir vous la poser. Parce que vous, en la matière, vous avez le monopole. La question que je me pose, que j'aimerais vous poser d'ailleurs, mais je me la pose et je la pose en même temps à nos auditeurs. Si, par extraordinaire, à la place de Pape Alé, il y avait 2 membres de la paire, je prends par hasard, Yakham Mbaye ou El Hadj Amidou Kassé, pensez-vous que la police se serait comportée comme elle l'a fait avec Pape Alé? Voilà la question que je me pose, que je vous pose et que je pose aux auditeurs sénégalais. Vous faites toutes ces interrogations avec certaines allusions? Non, pas du tout. J'ai dit 2 membres de la paire. J'ai pensé, comme par hasard, à Yakham Mbaye et à Kassé. Si vous pensez que je fais des allusions, peut-être vous avez une idée derrière la tête que je n'ai pas. Il nous reste environ 5 minutes avant la fin de cette émission. Mody Niang, on a parlé de la caisse de vente de la mairie de Dakar. La mairie, en tant qu'organisme, et ce débat sur faut-il un statut spécial pour Dakar, nommer le maire de Dakar et ne plus procéder à une élection, proposition soulevée récemment. La question était déjà là, à latence. Mais c'est Aminata Mbengue Ndiaye, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui a soulevé dernièrement ce débat avec une hostilité même de la part de certains membres du pouvoir. Quelle est votre opinion sur cette question? Bon, ce qui s'est passé entre Aminata Mbengue Ndiaye et les autres, ses amis de la mouvance présidentielle, vraiment, ça, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, le président de la République n'a jamais, le fait d'avoir perdu Dakar 2 fois, il n'a pas pu supporter ça. Et déjà, quand Khalifa Sall a commencé à avoir des problèmes, quelqu'un a dit à Mbengue Ndiaye,
mais les autres aussi en faisaient autant. C'est près de Pape Diop, Nangam, Nangam, etc. Il lui dit oui, ils en faisaient autant, mais eux n'étaient pas contre le président de la République. Mbaye Ndiaye, ministre d'État aujourd'hui là-bas à la présidence de la République. Ça veut dire, s'il était dans Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui, il ne connaîtrait jamais le sort qu'il a connu. Donc, Macky Sall ne supporte pas, comme disait l'autre d'ailleurs, Mbaye Ndiaye disait, nous ne supportons pas que la capitale nationale soit gérée par un autre que quelqu'un de la majorité présidentielle, surtout pas de l'opposition. Donc, manifestement, Macky Sall ne supporte pas que la mairie de Dakar soit entre les mains de quelqu'un de l'opposition. Et il va régler ça de cette manière-là. Maintenant, les Sénégalais doivent apprécier. Le dialogue national, très rapidement, vous êtes un militant ou pas de ces assises? Je veux dire, vous les approuvez ou pas? Je ne suis pas militant de ces assises, mais j'étais militant de vraies assises, les assises nationales au Sénégal, qui ont fait un travail excellent, qui ont produit également des conclusions, je vous assure, qui auraient pu régler beaucoup de problèmes de gouvernance au Sénégal. Macky Sall, il n'est pas dans les assises, mais après il a signé la charte de bonne gouvernance. Non seulement il a signé la charte de bonne gouvernance, mais au deuxième tour, il est allé voir le président Amadou Mokhtar Mbow pour solliciter l'appui, le soutien des assises nationales. Du peuple des assises. Du peuple des assises, comme on dit. Et le président de lui dire sagement, il venait le dire devant le comité national de pilotage. Je termine rapidement. Il est venu, il s'est engagé à appliquer les conclusions des assises nationales. On connaît la suite. Mody Niang, on le rappelle, on vous a présenté dans cette émission comme ancien porte-parole de l'OFNAC, mais le titre que vous préférez, c'est inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite. Le système éducatif qui n'est pas à l'abri de perturbations pour cette année scolaire en cours, avec les syndicats qui exigent la mise en œuvre alors rapidement des accords signés avec le gouvernement. L'école sénégalaise, depuis qu'elle existe, vous dites quoi à l'évaluation? Une école publique qui a été toujours le parent pauvre de l'État sénégalais? Parent pauvre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une école, elle est malade, maintenant. L'école publique est malade, il faut le dire. Et l'instabilité que nous connaissons actuellement et qui ne trouve pas facilement de solution, je l'ai dit dans plusieurs contributions, c'est depuis Maître Wade. C'est depuis Maître Wade. C'est Maître Wade qui a créé un problème presque insurmontable. Il a traité les agents de l'État avec une iniquité insoutenable. Distribuer des indemnités à la tête du client. 800 000 francs à celui-ci, 500. Babacar Fall, nous avons fait les mêmes études. Université 4, Bac plus 4, Bac plus 5 par exemple. Nous faisons la même école. Vous avez une indemnité de je ne sais pas quoi, de 800 000, ou une indemnité de logement de 600 000. Alors que moi, je n'en ai pas, ou que quand j'en ai, c'est dérisoire par rapport à d'autres. C'est ça qui crée le problème. C'est les indemnités que Maître Wade a accordées à tort et à travers à la tête du client. Alors les enseignants disent, mais nous demandons au moins 100 000 francs. 100 000 francs, on leur dit c'est trop parce que vous êtes nombreux. Alors qu'il prend un décret en 2014 pour donner de 1 million à 150 000. Le dernier étant le secrétaire municipal. Quand le secrétaire municipal a 150 000, on dit les enseignants, vous ne pouvez pas avoir 100 000 parce que vous êtes nombreux. C'est ça le problème. Le problème du Sénégal, c'est l'iniquité qu'il y a dans le système de rémunération et d'octroi des indemnités aux agents publics. Éducation toujours, vous êtes originaire de Koki, qui abrite un Dara de réputation, de très bonne réputation, mais il y a un drame des Dara aujourd'hui, surtout dans cette région de Louga. Ces enfants enchaînés à Ndiagne, 2 autres talibés qui perdent la vie dans cette même région à l'espace de très peu de temps. Les Dara et les conditions de vie des talibés. Mais elles sont... Pour l'originaire de Koki que vous êtes. Mais je ne compare pas ce qui se passe dans les... Quand on dit ce qui se passe dans les... Je ne pense pas du tout au Dara de Koki, que je connais. On a dit Dara de réputation, pas de problème. Oh là là, ça, tout le monde est d'accord. Moi, je ne mets pas ça dans... Mais ce qui se passe dans les Dara, tout le monde sait, c'est difficile parfois. Parfois, les talibés travaillent dans des conditions extrêmement difficiles.
Et parfois aussi, il y a la violence qui s'exerce sur les talibés. Ça, il faut le reconnaître. On dit c'est la tradition. Mais il y a des daras, en tout cas, où on n'enseigne pas les talibés, et où chaque année, on présente des jeunes gens qui sont, qui ont non seulement récité le Coran, mais qui l'ont écrit. Il y a des daras comme ça, qui sont exemplaires. Là-bas, on ne les enchaîne pas. Mais ailleurs, ça ne se passe pas toujours de la même façon. Merci Mody Niang d'être passé devant le grand jury d'RFM, inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite, connu pour vos tribunes dans la presse sénégalaise, ancien porte-parole de l'OFNAC. Moi, inspecteur de l'enseignement à la retraite. Très bien. L'OFNAC, c'est derrière moi. Merci à Abdou et Justine qui étaient à la régie. C'était le grand jury. Bonne fin de semaine. Rendez-vous dans quelques secondes avec Barthélémy Ngom pour le journal de midi.